Bienvenue au Vendredi horticole. Le CLD des Jardins de Napierville et le MAPAC Montérégie sont heureux de vous présenter ce webinaire. Je m'appelle Nicolas Châtellonnet, je suis agent de projet du pôle d'excellence en lutte intégrée au CLD des Jardins de Napierville. Cette conférence portera sur la biovigilance, un outil pour faire face aux problèmes de ravageurs des cultures de manière plus rapide, souple et efficiente. Notre conférencière invitée, Odile Caris, exerce les fonctions de phytopathologiste à Agriculture et Agroalimentaire Canada depuis 1992. Madame Caris est porte-parole de la plateforme de recherche en biovigilance et elle est une spécialiste mondiale de l'aérobiologie moléculaire, de la lutte contre les maladies des cultures et de leur modélisation. Elle a reçu le prix pour réalisations exceptionnelles en recherche de la Société canadienne de phytopathologie et a été élue correspondante étrangère de l'Académie d'agriculture de France. Notez que, si vous visionnez cette présentation en direct, Odile Caris est disponible pour répondre à vos questions dans la section de clavardage située à la droite de votre écran. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Odile Caris. Je suis chercheure en phytopathologie à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de biovigilance. Alors, j'imagine bien que plusieurs d'entre vous se demandent qu'est-ce que c'est que la biovigilance, pourquoi on nous parle de la biovigilance dans le contexte des journées horticoles. Alors, j'espère vous donner un bon portrait de ce qu'est la biovigilance, puis de vous expliquer un petit peu la démarche d'Agriculture Canada, pourquoi on met en place des programmes de biovigilance. La biovigilance est née, en fait, de ce qu'on appelle les ateliers transformateurs. Donc, il y a quelques années, des gestionnaires d'Agriculture Canada ont proposé à des chercheurs qui le souhaitaient de faire des réunions, faire des ateliers avec d'autres chercheurs, différents intervenants, et de réfléchir à la façon dont on fait la recherche, dont on a fait la recherche dans le passé, on la fait maintenant, et comment on souhaite faire la recherche dans l'avenir. Alors moi, j'ai levé la main et j'ai proposé de faire un atelier en phytoprotection sur la santé des plantes. Et dans le cadre de cet atelier-là, c'est un atelier de 3 jours, il y avait une cinquantaine d'intervenants qui ont discuté de phytoprotection et c'est à la suite de cet atelier-là qu'on est arrivé avec le concept de la biovigilance. Alors, durant cet atelier-là, évidemment, on a fait plusieurs constats. Hein. Le but, c'était de regarder comment on faisait les choses, on les fait, comment on souhaite faire les choses dans l'avenir. Et un des constats était que le nombre de ravageurs et les dommages, là, les pertes causées par les ravageurs augmentent en fait d'année en année, là, si on parle de façon générale, là, dans la plupart des cultures. Pourquoi ça augmente? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'idée ici, c'est pas de trouver un coupable, mais c'est bien certain que la façon dont on fait l'agriculture fait en sorte qu'on favorise un peu l'établissement des ravageurs. Par exemple, si on passe à la monoculture, les rotations courtes, on utilise beaucoup d'intrants de synthèse, on pense à la dégradation des sols, la perte de biodiversité. En fait, il y a beaucoup de facteurs et ça fait en sorte qu'on dépend de plus en plus de l'utilisation des pesticides. Si vous regardez dans le graphique en haut à droite, on peut voir que durant certaines périodes, l'utilisation des pesticides diminue. Ensuite, elle va augmenter pendant une autre période, elle va rediminuer. En d'autres termes, on n'est pas là dans une tendance là, de réduire notre dépendance envers les pesticides. Si vous regardez également le graphique en bas à droite, on peut voir que notre utilisation des pesticides augmente également dans le temps. Donc, on a une agriculture qui est de plus en plus dépendante des pesticides et évidemment, là, on voudrait sortir là, de cette situation-là. L'autre constat important qui a été fait, on ne peut pas le nier, les changements climatiques ont énormément d'impact sur l'agriculture, évidemment là, sur la production végétale comme telle, mais aussi sur les ravageurs. Donc, on peut penser que ça permet l'arrivée et l'établissement de nouveaux ravageurs, que la période durant laquelle les ravageurs se développent est plus longue, donc ça augmente les risques. On peut penser que dans certains cas à une meilleure survie à l'hiver. Et évidemment, les changements climatiques affectent également les prédateurs là, de nos ravageurs. Alors, tout ça fait en sorte qu'on est dans une situation quand même assez complexe et ça nous amène à réfléchir au dilemme dans lequel l'agriculture se trouve.
Si on parle de l'agriculture moderne, là, disons dans les années 2020 et vers l'avenir, on souhaiterait, comme société, avoir une agriculture qui est très intégrée, moins intensive, une agriculture évidemment qui est productrice, qui est productive. On doit nourrir les gens, mais on veut faire ça avec un apport réduit d'engrais, de pesticides. Idéalement, on voudrait utiliser moins de ressources, donc avoir un impact moindre sur l'environnement. Tout ça, évidemment, en gérant les ravageurs, puis en maintenant la rentabilité des entreprises agricoles. Alors, tout ça, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, on a constaté que la gestion des ravageurs là, se faisait dans des systèmes de plus en plus compliqués. Comme j'ai mentionné, un des constats était que notre lutte aux ravageurs, malgré les efforts faits en lutte intégrée depuis des années, est très, très centrée sur l'utilisation des fongicides. Alors, même si on pense, par exemple, au développement de la lutte biologique, bien, elle est relativement peu adoptée encore, assez peu intégrée là, dans de vrais programmes de lutte intégrée. Les outils d'aide à la décision, par exemple, que ce soit des systèmes prévisionnels ou le dépistage, est encore beaucoup fait dans l'optique de déterminer quand on devrait appliquer un pesticide. Donc, les outils qu'on a sont utiles, mais sont encore très, très axés sur l'utilisation des pesticides. Bon, tout ça, nos constats n'étaient pas que négatifs. On a également constaté qu'il y avait une évolution dans la lutte qui était vraiment impressionnante. La science, elle est vraiment au rendez-vous. Il s'est fait beaucoup de choses, entre autres au Québec, avec tous les intervenants. Là, on peut dire que c'est quand même, on est très dynamique là, en termes de développement de nouvelles approches de lutte. Il y a beaucoup de connaissances qui sont disponibles, que ce soit développé par nos chercheurs ou des chercheurs d'ailleurs. L'expertise, elle est là, la compétence, elle est là, mais on a également constaté que la recherche n'était pas toujours adaptée à la réalité, que parfois la recherche est un peu faite en vase clos, de sorte que c'est difficile de transférer là, les technologies qui sont développées. On a également constaté durant l'atelier qu'il y avait un délai important, parfois plusieurs années, voire des dizaines d'années dans certains cas, entre le développement des connaissances d'une nouvelle technologie et un réel changement dans les pratiques chez les producteurs agricoles. Alors, si on regarde tout ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a fait et comment on pourrait faire les choses différemment en termes de protection, de phytoprotection? Bien, si on regarde tout le chemin qui a été parcouru, hein, on est passé, après la Deuxième Guerre mondiale, à une utilisation massive de pesticides. Ensuite, à la lutte biologique, beaucoup dans les années 80 jusqu'à maintenant, au concept de lutte intégrée, le développement d'outils d'aide à la décision. On peut penser beaucoup au système prévisionnel, au dépistage. Dans certaines régions, on travaille de plus en plus dans ce qu'on appelle les systèmes de gestion environnementale des ravageurs. Donc, de tenir compte du système de production, d'essayer de faire en sorte que le système, dans une large mesure, arrive à se défendre lui-même contre les ravageurs. Donc, on a besoin de faire le moins d'intervention possible. Et nous, on perçoit la biovigilance comme une façon d'intégrer un peu toutes ces approches-là, mais dans une démarche là, très encadrée. Donc, un des constats qui a été fait, puis il y a eu beaucoup de discussions durant l'atelier, était à l'effet que la façon dont la recherche est entrevue, pas juste à Agriculture Canada, là, dans plusieurs organismes de recherche, elle est vraiment focusée sur des projets très, très étroits. Là. Par exemple, moi, comme phytopathologiste, on va me demander d'étudier un champignon pathogène sur une culture. Et quand on fait ça, on ne tient pas compte de la santé de la plante, de sa fertilisation, du système de production, etc., etc. Donc, nos projets sont très, très étroits, très en vase clos, et ça fait en sorte probablement qu'ils sont difficiles à transférer après ça en champ. C'est ce que j'entendais, ça, je voulais dire quand je dis notre recherche n'est pas toujours réaliste, pas toujours bien adaptée à la réalité. L'autre facteur, l'autre constat qu'on a fait également était que il y a de plus en plus de ravageurs, d'accord, mais il y a de plus en plus de contraintes aussi, dans le sens où, par exemple, si on regarde les pesticides, il y a beaucoup je peux parler pour les fongicides, là, ce que je connais davantage, il y a beaucoup de fongicides qui sont retirés du marché à cause de leur impact là, sur la santé humaine ou sur l'environnement, mais on ne les remplace pas.
Le développement d'agents de lutte biologique n'est pas aussi rapide que le retrait de certains pesticides. On n'a pas de variétés résistantes autant qu'on le souhaiterait. Donc, on a plus de problèmes et un petit peu moins de solutions. La recherche est très structurée en vase clos, là, dans des silos. Alors, un des buts de l'atelier était de voir comment on pourrait réfléchir à des approches où on travaillerait davantage ensemble, puis on ouvrirait un petit peu là, nos horizons là, dans notre manière d'approcher les problèmes en phytoprotection. Un autre constat important qui a été fait, qui est un peu dans la même lignée, est à l'effet que même quand on parle de lutte intégrée, on parle essentiellement d'intégrer différentes méthodes de lutte, mais encore une fois en ciblant généralement un ou deux ravageurs. OK? Alors que sur une base là, purement scientifique, on sait très bien qu'il y a énormément d'interactions dans un système de production agricole. Alors, généralement, les projets de recherche là, vont traiter, par exemple, du lien entre le ravageur et la plante, le ravageur et l'environnement, le ravageur et les différentes pratiques culturelles. Dans certains cas, par exemple, moi, je travaille en épidémiologie, donc je travaille sur le développement des maladies causées par les champignons. Bien, en épidémiologie, on va souvent, si ce n'est pas tout le temps, traiter de notre agent pathogène, de la plante, de l'environnement et de toutes les interactions qu'il y a entre ces trois éléments-là. Mais les systèmes sont beaucoup plus complexes que ça. Là. Les ravageurs, entre eux, interagissent. On peut avoir deux ravageurs qui vont s'aider mutuellement ou qui vont se nuire mutuellement sans penser au lien entre, par exemple, un champignon pathogène, les insectes, un champignon, les virus, les bactéries, entre les champignons, les mauvais hommes. En fait, ça, c'est juste au niveau des ravageurs. Si on rajoute dans ce portrait-là l'interaction entre les pesticides, est-ce que le fait d'appliquer un herbicide a un impact, par exemple, sur la dynamique des ravageurs dans le sol? On peut penser également là, aux différentes plantes, la génétique des plantes, selon le niveau de résistance. On rajoute l'environnement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions et la façon dont nos projets de recherche sont conçus ne nous permettent pas vraiment de concevoir les projets en tenant compte de toutes ces interactions-là. Donc, c'était vraiment une volonté là, à la suite de l'atelier transformateur. Donc, suite à cet atelier-là, on est arrivé avec une définition de la biovigilance. Je vous la donne ici, là, c'est la définition là, officielle, entre guillemets. Donc, la biovigilance, on l'a définit comme étant l'étude des effets involontaires des changements climatiques, du déplacement des ravageurs, des nouvelles cultures et des pratiques agricoles sur les populations de ravageurs, la santé des plantes et les services écologiques. Donc, en d'autres termes, essayer d'aborder d'une façon plus globale la santé des plantes. La biovigilance, c'est un ensemble d'activités qui sont basées sur la recherche. Moi, j'aime bien dire que c'est un cadre de recherche. Donc, c'est une façon d'encadrer la recherche. On parle généralement là, de projets de recherche à long terme. Évidemment, là, quand on parle d'aborder plusieurs ravageurs en tenant compte de beaucoup d'interactions, c'est difficile à faire là, dans des projets de 2 ans. Et ça se veut des programmes qui sont tournés vers l'avenir. Donc, l'idée, là, c'est d'arriver, dans la mesure du possible, à prévenir, à prévoir les risques potentiels et à commencer à les étudier, à développer des méthodes de lutte avant que ça devienne des catastrophes puis qu'on ait un impact important sur le système agricole. Par exemple, souvent, on va voir qu'un ravageur est identifié dans un coin du pays, puis ce ravageur-là est appelé à migrer vers une autre région du pays. Bien, avant que ce ravageur-là arrive, on devrait mettre en place un programme de biovigilance et faire en sorte qu'on soit prêt quand ce ravageur-là va arriver. Et ça s'applique également aux ravageurs qui sont déjà là. Ça peut être un changement de pratique culturelle qui va les favoriser. Donc, de rester là, à l'écoute de ces changements-là, puis de réagir le plus rapidement possible. Donc, l'objectif là, de la biovigilance, c'est d'améliorer la capacité de la recherche à faire face aux problèmes de ravageurs et qu'on puisse réagir de façon plus rapide, plus souple et plus efficace. En d'autres termes, éviter de créer un problème alors qu'on est en train d'essayer d'en régler un autre, par exemple.
Donc, la réussite du programme de biovigilance devrait, à moyen terme, améliorer la santé des systèmes de production agricole. Et pour ça, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe dans les systèmes. Donc, je dis, il y a beaucoup d'anticipation dans le concept de la biovigilance, particulièrement là, en ce qui concerne les ennemis naturels, là, ce que j'appelle les services écologiques, dans des conditions environnementales qui sont changeantes et dans des structures de pratiques agricoles qui sont aussi changeantes. Donc, de voir si on peut adapter les pratiques agricoles pour que nos systèmes soient plus durables, plus stables à long terme. Quand je parle de biovigilance, en général, il y a toujours une discussion sur en quoi est-ce que c'est bien différent de la surveillance ou du dépistage. En fait, c'est complètement différent. Donc, si vous le voulez bien, je vais me permettre là, de définir assez rapidement le dépistage, la surveillance et la biovigilance. Donc, pour moi, le dépistage, là, ça se fait généralement à petite échelle, à l'échelle d'une ferme, d'un champ, peut-être quelques champs, quelques fermes, là, particulièrement pour les clubs d'encadrement technique. Ça sert à monitorer les dommages et les populations de ravageurs dans le but à court terme de déterminer le risque, en général en fonction d'un seuil, et de déterminer les actions à prendre. Donc, est-ce qu'on doit récolter plus tôt, appliquer un biofongicide, un fongicide? Quelles sont les actions qu'on doit prendre? La surveillance, elle se fait généralement à une échelle plus large. On va parler à l'échelle d'une région et elle se fait d'une façon beaucoup moins précise, de façon générale. Et c'est effectivement, le mot dit, ça permet de surveiller l'arrivée de nouveaux ravageurs, l'augmentation, donc la fluctuation dans les populations des ravageurs déjà existants. Et ça permet de faire un portrait de la situation. Donc, on sait au Québec quelle est la situation du mildiou dans la pomme de terre, par exemple. Mais ça ne permet pas de prendre une décision là, à court terme, de poser un geste là, quant à la lutte. La biovigilance, c'est vraiment une approche qui se veut une approche de recherche. Elle se fait souvent dans une échelle là, plus large, l'échelle d'un territoire, d'une province là, ou d'un pays. Et ça permet, en plus là, de ce que j'ai discuté, là, d'étudier l'impact là, des facteurs qui influencent les ravageurs, mais de suivre aussi le déplacement des ravageurs, l'émergence de nouveaux ravageurs, particulièrement les ravageurs de quarantaine. Vous allez voir, il y a un aspect de veille, l'aspect d'anticipation qui est très important. Et c'est beaucoup utilisé, évidemment, là, pour la priorisation en recherche, pour développer puis implanter des programmes de lutte, et particulièrement pour vérifier l'efficacité des programmes de lutte puis de leur impact sur les systèmes agricoles. Encore une fois, l'idée, c'est pas de développer une approche de lutte puis de réaliser quelques années plus tard qu'il y a un impact important. Là. L'exemple souvent que je donne, c'est l'exemple des pesticides. On a pensé que c'était la panacée, que ça allait régler tous les problèmes. 50 ans plus tard, on s'aperçoit que il y a des problèmes de résistance, ça favorise d'autres pathogènes. Donc, on a peut-être créé là, un problème en croyant en résoudre un autre. Donc, pour faciliter l'adoption des programmes de biovigilance, on a voulu développer un outil qui aiderait les chercheurs, tous les intervenants qui sont impliqués dans le domaine, à aborder les projets de recherche avec la perspective biovigilance. Donc, pour faire ça, on a développé ce que nous, on a appelé le continuum de la biovigilance. Donc, en fait, ce cadre-là comporte 6 éléments. Donc, on suggère qu'un programme de recherche en biovigilance inclut chacun de ces 6 éléments-là, peu importe la taille du projet. Ces éléments-là, c'est la veille. Comme je l'ai mentionné, la biovigilance, ça se veut une approche proactive. Donc, on veut anticiper le plus possible qu'est-ce qui va arriver en termes de ravageurs ou en termes de santé de facteurs qui peuvent affecter la santé des plantes, de façon à pouvoir réagir le plus rapidement possible. Évidemment, il faut développer des outils. Donc, le deuxième élément, ce sont des outils pour déterminer si le problème qu'on anticipe ou qu'on sait être déjà là, quelle est son ampleur, il va falloir être capable de le suivre. Là. Donc, on a besoin d'outils, que ce soit des outils moléculaires, de dépistage, des modèles mathématiques, peu importe l'outil. Ensuite, le suivi. Ou le monitorage, j'aurais dû dire. Là, évidemment, si on anticipait un problème, on veut savoir, maintenant qu'on a les outils, quand il arrive, est-ce qu'il se développe, qu'est-ce qui se passe avec ça, et éventuellement, quand on aura bouclé la boucle, vérifier que si on a implanté des mesures de lutte, on a effectivement réduit la population de ce ravageur-là.
Il y a un aspect recherche important, comme je l'ai mentionné, c'est un cadre de recherche essentiellement. Donc, on veut que les méthodes de lutte qu'on va développer soient basées sur les connaissances et qu'on ait toutes les connaissances nécessaires, non seulement pour développer les meilleures méthodes de lutte, mais aussi pour les transférer de façon efficace et s'assurer de leur impact là, sur le système de production. Donc, les systèmes de lutte se veulent baser le plus possible sur des technologies propres. Évidemment, un des objectifs, c'est de réduire la dépendance envers les pesticides. Et le dernier élément du continuum, c'est vraiment non seulement de mesurer l'efficacité du programme ou de l'approche de lutte, des outils de lutte qu'on a développés, mais de s'assurer que ça n'a pas d'impact sur notre système. Donc, qu'on n'a pas créé un nouveau problème en ayant mis en place des solutions pour un autre problème. Donc, on espère que ce cadre-là va aider les chercheurs à mettre en place des projets de biovigilance. Évidemment, suite à l'atelier transformateur, on a demandé à Agriculture Canada de financer des projets pilotes. Alors, c'était intéressant d'en parler, mais on voulait voir si on était capable de mettre ça en pratique. Comme je l'ai mentionné, les chercheurs sont très habitués à travailler en silo, travailler ensemble sur un projet commun. À long terme, c'est moins dans notre nature là, ou dans notre façon de travailler. Alors, Agriculture Canada a mis en place un certain nombre de projets pilotes. Je vais vous parler du projet pilote qui concerne les cultures maraîchères. C'est le projet que je connais le mieux. Donc, il s'agit d'un projet où on va appliquer les concepts de la biovigilance en utilisant les méthodes de génomique, donc les analyses d'ADN modernes qui sont à notre disposition, puis tout ça dans le but de gérer les maladies en culture maraîchère. Donc, on a décidé de travailler sur la production de laitue, carottes, oignons en sol organique. Il y avait plusieurs raisons qui ont motivé notre choix. Dans les autres projets pilotes, on va couvrir d'autres types de production. Dans ce cas-là, on aimait l'idée que les producteurs travaillent déjà en réseau, sont habitués au dépistage, habitués à adopter des nouvelles technologies, ils sont déjà habitués aux capteurs de sport et ils connaissent les analyses d'ADN. L'autre facteur, je ne vous le cacherai pas, qui a motivé notre décision, c'est le fait que géographiquement, à tout de moins au Québec, on est dans une région géographique relativement petite. Là, on n'est pas comme dans les prairies où ils travaillent sur des 10 000, 20 000 hectares. Là, ici, on est dans une région plus petite, donc ça nous semblait plus raisonnable là, pour implanter le programme de recherche en biovigilance. Donc, les objectifs de ce projet de recherche-là, qui est un projet sur 5 ans, c'est à court terme, bon, évidemment, de développer les outils de veille basés sur le dépistage moléculaire, essentiellement dans ce cas-ci, de suivre les agents pathogènes, j'aurais dû mettre les non pathogènes aussi, développer des outils de suivi de la résistance aux fongicides. À très court terme, on veut développer un système d'acquisition et de transmission des données en temps réel. En 2020, là, à l'ère des données, on pense que ce devrait être possible de dépister et que les données presque instantanément soient colligées dans des bases de données et qu'on puisse faire les analyses le plus rapidement possible et fournir l'information aux producteurs là, dans des délais très, très courts. On est à l'ère des big data, là, donc c'est un de nos objectifs à court terme. À moyen terme, évidemment, développer des outils de veille, comme je l'ai mentionné, on voudrait être en mesure de détecter là, des changements là, dans les agents pathogènes là, dans ces systèmes de production-là. Demain, faire la recherche, développer les connaissances en incluant le plus d'interactions possible. On est conscient qu'on n'arrivera pas à tout faire dans ce projet-là, mais commencer à étudier le plus d'interactions possible dans le but de développer des méthodes de lutte. Je ne vous cacherai pas que dans une certaine mesure, la lutte biologique va jouer un rôle important, mais j'en parlerai un petit peu plus tard là, en utilisant des approches là, assez novatrices. À long terme, on voudrait avoir, avec toutes ces données-là qu'on aura récoltées, avoir un indice de rendement durable, donc d'être capable de suggérer des pratiques culturelles qui vont gérer les ravageurs, mais en tenant compte évidemment de l'impact économique, mais de l'impact sur l'environnement et sur la société aussi. Là. Si les consommateurs veulent des produits sans pesticides, bien, il faut que ça soit rentable. Là, et si on met des pesticides, bien, il faut que l'impact soit minime là, sur l'environnement.
On espère bâtir les fondations d'un programme de recherche, puis qu'éventuellement, il y aura d'autres programmes qui continueront ce projet-là. Comme je l'ai mentionné dans ce projet-là, on va cibler un certain nombre de maladies, de cultures. Donc, il y aura d'autres. Les maladies de sol, par exemple, ne sont pas considérées dans ce projet-là. Donc, on espère là, que ça sera une base là, pour des projets futurs et qu'on puisse développer un indicateur de la santé du système. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, en d'autres termes, être capable de savoir si le système se porte bien ou s'il y a des perturbations qui s'en viennent qu'on devrait étudier là, avant que ça cause un gros problème. Donc, rapidement, évidemment, c'est un projet en biovigilance. Donc, on a nos 6 étapes. Dans ce cas-ci, on se concentre en termes de la veille sur les pathogènes, les non-pathogènes et tous les organismes qui vivent dans l'air. Donc, on aura des stations sentinelles qui feront ce suivi-là et ça va nous permettre de voir s'il y a des nouveaux pathogènes qui arrivent ou comment ça bouge là, au niveau des populations pathogènes. On va développer des outils moléculaires, des systèmes, des modèles mathématiques pour prévenir, en fait, identifier là, les risques potentiels d'invasion d'un certain nombre d'organismes ou des changements là, dans les populations. On va effectuer un suivi, donc il y aura plusieurs sites là, sur plusieurs fermes là, de la région de Sherrington et on va suivre donc évidemment les populations d'agents pathogènes, certains non pathogènes qui pourraient être des agents de lutte biologique potentiels, la résistance aux fongicides et l'agressivité aussi dans les populations là, de nos agents pathogènes. Comme je l'ai mentionné, au niveau de la recherche, on va essayer d'inclure le plus d'interactions possible, mais on va beaucoup mettre l'accent sur les interactions entre ravageurs et bénéfiques, là, non ravageurs, dans l'idée là, de développer des approches de lutte biologique innovantes, là, mais on va quand même étudier les impacts des pratiques culturelles, puis le plus d'interactions qu'on va être en mesure de faire. Le but étant, à l'étape 5, de développer des méthodes de lutte qui seraient basées sur l'utilisation de pesticides à faible risque et de technologies propres. Là. Donc, ça peut être la lutte physique, ça peut être différentes approches, la lutte biologique. Et évidemment, comme je l'ai mentionné, on espère développer un indice qui va nous permettre de savoir si ce qu'on a développé tient la route. Effectivement, c'est efficace pour contrôler les ravageurs qu'on avait ciblés et si c'est durable et si c'est adopté par les producteurs. Donc, pour faire tout ça, vous pouvez imaginer que ça prend beaucoup de monde. Alors, actuellement, il y a une trentaine de chercheurs, d'équipes de recherche, là, de personnes impliquées dans les équipes de recherche qui couvrent là, les expertises de la phytopathologie, bactériologie, mycologie, virologie, différentes approches, là, épidémiologie, écologie, biologie moléculaire, de l'agronomie, agronomie numérique. Vous pouvez imaginer qu'il y aura énormément de données générées dans ce projet-là. Donc, on a besoin d'aide de quelqu'un qui va être capable de tout mettre ça et de faire du sens là, avec toutes ces données-là. Donc, il y a un aspect de modélisation qui est important. Puis, évidemment, un aspect de géomatique puisqu'on va couvrir une région là, au complet. Et évidemment, la participation de plusieurs producteurs. Malheureusement, à cause de la COVID, le projet devait débuter en 2020. Donc, on croise les doigts là, que la pandémie soit contrôlée puis qu'en 2021, on soit en mesure là, de mettre en place là, l'échantillonnage. Donc, les maladies ciblées, il y en a 9 dans les 3 cultures ciblées, donc la laitue, le mildiou, la pourriture blanche, la pourriture grise, dans la carotte, la cercosporose, l'alternariose, la pourriture blanche, dans l'oignon, la brûlure de la feuille, le mildiou et la tache symphylienne. Donc, ça, c'est les 9 maladies qu'on va cibler, mais toutes les autres maladies potentielles, on va également en tenir compte, là, surtout dans l'élément de veille et l'élément de surveillance. Donc, rapidement, c'est le schéma. Il y aura des sites sentinelles placés un peu partout chez les producteurs maraîchers de la région de Sherrington. Et là, on va prendre des échantillons d'air et on va utiliser toutes les techniques modernes là, de séquençage pour identifier tous les organismes qui vivent dans l'air. Et c'est là où on a besoin de gens pour nous aider à gérer les données de façon à ce que le plus rapidement possible, on soit capable de savoir quels sont les agents pathogènes connus, potentiels et émergents là, qui seraient dans nos échantillons d'air. Pour le volet 2 et 3, évidemment, on va beaucoup focuser sur les outils de détection basés sur l'analyse d'ADN, donc les choses conventionnelles qu'on fait depuis plusieurs années là,
avec les QPCR qu'on fait par exemple sur les capteurs de sport, mais on veut explorer aussi des méthodes d'analyse d'ADN qui peuvent se faire au champ ou à tout de moins là, très, très, très rapidement. Il existe des méthodes maintenant qui nous permettent d'analyser l'ADN, par exemple les méthodes qu'on appelle LAMP, qui sont portables, qu'on peut faire dans le champ, d'autres qu'on doit amener au laboratoire, mais qui nous permettent de faire des milliers d'échantillons dans très, très, très peu de temps. Donc, on va explorer ces nouvelles méthodes-là. On va aussi explorer différentes méthodes pour faire les suivis des résistances aux fongicides. On va tester différentes technologies, par exemple l'utilisation de robots qui pourraient se promener dans un champ, puis en faisant le désherbage de la laitue, by the way, ils vont prendre un échantillon d'air, puis ça va nous permettre d'avoir un portrait d'un champ au complet. Et évidemment, tout ça dans le but de faire le suivi des populations pathogènes, de la résistance aux fongicides, de voir si nos populations d'agents pathogènes sont plus ou moins agressives, puis évidemment un dépistage plus conventionnel des dommages, des rendements. Pour l'élément 4 du continuum de biovigilance, je vais passer rapidement parce qu'évidemment, c'est un projet de recherche, donc c'est un élément qui est très, très important. Chaque équipe de recherche a plusieurs mini-projets de recherche à l'intérieur de ce gros projet-là. Évidemment, on ne sera pas capable d'étudier toutes les interactions. C'est un premier projet pilote, mais on va quand même essayer avec les 4 éléments suivants. Donc, évidemment, nos 3 cultures, les 9 agents pathogènes connus, l'environnement, les pratiques culturelles. On va essayer d'étudier le plus possible des interactions qui existent entre ces 4 éléments-là. Donc, on espère qu'avec tout ça, on sera en mesure de développer évidemment des méthodes de lutte, des seuils d'intervention. Des seuils d'intervention qui seront basés le plus possible sur ces interactions-là. Comme je l'ai mentionné, dans les moyens de lutte, dans une large mesure, on va focusser sur les méthodes qui ne sont pas dépendantes des pesticides. Donc, il y a un volet important de lutte biologique. Le chercheur responsable de ce volet-là propose d'intégrer différents modes d'action, si vous voulez, des agents de lutte biologique. Donc, traditionnellement, on va utiliser souvent un agent de lutte biologique qui a un mode d'action contre notre agent pathogène. Et souvent, c'est les organismes vivants. Donc, si les conditions environnementales le défavorisent, le biofongicide ne sera pas efficace. Alors ici, on veut travailler sur plusieurs modes d'action des agents de lutte biologique de façon à ce que si un type d'agent de lutte biologique est défavorisé à cause des conditions environnementales ou des pratiques culturelles, il y en aura d'autres qui pourront prendre le relais et que dans tous les cas, on aura un contrôle du moins minimum de nos maladies. Donc, il va y avoir un volet très important sur la lutte biologique. Et comme je l'ai mentionné, par contre, je vais juste revenir, on ne va pas travailler que sur la lutte biologique, évidemment, mais c'est juste pour dire que ça va être un volet quand même important. Le dernier élément de notre continuum, pour nous, ça va être très important qu'à la fin du projet, on ait un indice qui va nous permettre de savoir si le système est stable ou s'il se passe quelque chose. Par exemple, avec nos sites sentinelles qui vont faire des échantillons d'air, si on s'aperçoit que les organismes dans l'échantillon sont anormalement résistants aux fongicides, là, ça va nous mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avant que ça cause des catastrophes. On espère également, à la fin du projet, développer un indice de durabilité qui serait basé, comme je l'ai mentionné, sur les 3 éléments-là. Donc, le rendement économique, environnemental et social. Donc, les projets en biovigilance, ici, je vous parle d'un projet de taille moyenne, mais dans les faits, ça s'applique également à des petits projets, comme à de très, très gros projets. Tu sais, on peut parler de l'introduction d'une nouvelle variété, on devrait suivre les 6 étapes du continuum, et même si on parle d'un immense projet sur des bassins versants, on pense que c'est une approche aussi qui pourrait être adoptée.
Donc, comme je l'ai mentionné, il y a d'autres projets pilotes. Il y en a un dans l'Ouest canadien sur les grandes cultures, les céréales, le canola, le soya. Et il y en a un troisième qui est en train de se mettre en place, qui devrait cibler potentiellement la vigne et la pomme de terre. Donc, à la suite de ces trois projets-là, on va couvrir vraiment différents systèmes de production, puis on va essayer de se parler pour que ce qui sera développé dans un projet puisse être communiqué là, aux autres projets. Donc, en conclusion, on espère que la biovigilance va nous permettre d'être plus efficace dans la façon dont on aborde la recherche en phytoprotection, puis de réduire le temps de réponse, si vous voulez, entre la détection d'un problème et le transfert d'outils de lutte. On voudrait intégrer la biovigilance et la surveillance. Il se fait énormément de surveillance au Canada et au Québec, mais tout ça est fait de façon séparée et ça fait en sorte qu'on n'a pas un portrait global de la situation malgré l'immense quantité de données qui sont prises à chaque année. On voudrait aller au-delà de la détection des ravageurs. Ce que j'entends par là, c'est un peu l'exemple que je vous ai donné. Parfois, on va détecter un ravageur, mais une fois qu'on l'a détecté, ben, il ne se passe rien. Alors que ce ravageur-là, dans quelques années, peut devenir très important dans une culture donnée. Donc, il faut qu'il y ait une meilleure communication là, entre la détection puis les gestes qui sont posés en termes de recherche puis de développer des outils de lutte. Bon, évidemment, là, du point de vue recherche, on voudrait favoriser le financement de la recherche à long terme, une recherche qui est davantage intégrée, favoriser le développement de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes de lutte, à passer en dehors de la boîte, là, comme on dit, utiliser les nouvelles technologies qui sont à notre disposition. Comme je l'ai mentionné, à l'ère des big data, c'est pas normal que toute cette technologie-là de gestion des données soit pas accessible aux producteurs. On voudrait trouver des façons, enfin, on espère améliorer le transfert des connaissances, puis par la bande, l'adoption des nouvelles méthodes de lutte. Et un volet qui est très important pour nous, qui est, on veut que chaque projet de recherche soit évalué au fur et à mesure du progrès du projet, mais également à la fin, pour qu'on soit capable vraiment de mesurer l'impact du projet de recherche à court puis à moyen terme, pour s'assurer que la recherche a été efficace, puis de s'assurer qu'on n'a pas créé des nouveaux problèmes là, en pensant en régler d'autres. Alors, j'espère que ça vous a donné une bonne idée des nouveaux programmes de recherche en phytoprotection à Agriculture Canada. On espère que la biovigilance va être adoptée à la grandeur du pays sur l'ensemble des projets en phytoprotection et que tout ça va nous permettre d'arriver à notre fameux rendement durable, là, donc des méthodes de lutte qui sont rentables pour les producteurs avec un faible impact environnemental puis qui sont acceptables là, pour les consommateurs. Alors, je vous remercie beaucoup.